tous et bienvenue dans votre émission La Quotidienne. Au sommaire aujourd'hui, ces sports s'intéressent au Tour de Calédonie. Donc le 44e tour se déroulera le 15 octobre. Un départ de Lifou. Jamie Waimou se fera un plaisir de nous en parler dans notre rubrique Ces sports. Ensuite, pour notre rubrique Demandez le programme, nous découvrirons donc la compagnie Turac, une compagnie qui était en tournée en Nouvelle-Calédonie le mois dernier lors du festival Pikinini. C'est une occasion également de découvrir le livre de Rémi Moyen, donc ce photographe hors pair. Il présente des clichés datant de 84 à 88, donc qui mettent en scène nos leaders politiques. Et enfin, donc est-ce que vous auriez pensé qu'un jour on pouvait fabriquer des roues avec des pissenlits? À découvrir dans notre rubrique La science et nous. Pour le retrouvant notre invité du jour. Vincent Bouvier, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes heureux de vous accueillir dans nos studios. Vous avez été récemment nommé nouveau commissaire de la Nouvelle-Calédonie. Donc beaucoup de chantiers vous attendent aujourd'hui. Quelles seront vos priorités ? Bien d'abord, je voudrais rappeler avant d'évoquer les priorités que le rôle de l'État ici en Calédonie, ça n'est pas simplement d'être arbitre ou médiateur, ça n'est pas simplement le maintien de l'ordre, c'est vraiment un garant en tant que signataire de l'accord de Nouméa, mais aussi, et c'est lié, un partenaire qui doit être actif, engagé aux côtés de l'ensemble des forces calédoniennes. Sur les priorités, bien sûr, c'est d'abord le comité des signataires qui aura lieu au mois d'octobre. Qui aura lieu le 3 et le 4 octobre. Les dates sont maintenant officielles, avec tous ces dossiers qu'il faudra évoquer au moment du comité des signataires, la sortie de l'accord, bien sûr, le processus de sortie de l'accord de Nouméa, le nickel, les transferts de compétences, le bilan des transferts, où en sommes-nous, que reste-t-il à faire, et puis la question sensible de la liste électorale spéciale pour la consultation de sortie telle qu'elle est prévue par l'accord. Alors, une question que j'ai entendue, où en sommes-nous? Donc, vous avez pu rencontrer les partis politiques, ici en Nouvelle-Calédonie, les loyalistes comme les indépendantistes. Quelle est la température que vous avez pu prendre en les rencontrant? La température générale, je crois qu'il y a il y a un vrai engagement sur ces sujets que j'évoquais, qui sont bien perçus comme des sujets majeurs. C'est clair qu'il n'y a pas, tout le monde n'est pas d'accord. Les positions. On sait que les partis loyalistes veulent peut-être signer un autre accord. Les indépendantistes, eux, sont formellement, justement, pas d'accord par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Comment s'est passée la discussion finalement? D'abord, j'ai recueilli, j'étais d'abord là, vous savez, au cours de ces premiers entretiens, ce que je voulais, c'était écouter, mieux écouter, comprendre. Et d'ailleurs, on aurait pu me reprocher de ne pas le faire. Je crois qu'il faut beaucoup de modestie quand on aborde ce type de fonction. Après, en effet, il n'y a pas accord sur tous ces sujets, mais ce qui me paraît important, décisif même, et le comité des signataires doit servir à ça, c'est de fixer la méthode, comment avancer ensemble, rapprocher les points de vue et permettre de progresser sur ces différents sujets qui, c'est vrai, aujourd'hui ne font pas consensus, comme on dit. Alors, vous connaissez un peu, on va dire, les dossiers calédoniens. Vous étiez chef de cabinet au temps de Alain Krishnach. Vous avez été également délégué, on va dire, général dans l'outre-mer. Alors, on va dire, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que les choses ont évolué en Nouvelle-Calédonie? Depuis 20 ans, puisque moi j'ai été directeur de cabinet il y a plus de 20 ans, j'ai un fils qui est né à Nouméa qui a 22 ans maintenant, beaucoup de choses ont évolué, beaucoup de choses. Le fonctionnement des institutions politiques, les transferts de compétences qui ont été importants, l'engagement de tous les Calédoniens dans le processus institutionnel, le développement qu'on a connu en matière économique avec le nickel. Ça ne veut pas dire que tout est réglé, certes pas. Nous avons encore des problèmes d'inégalité sociale, la question centrale de l'accession de la jeunesse, de toute la jeunesse calédonienne à l'emploi, à la formation. Beaucoup de chantiers restent ouverts. Mais il y a eu une vraie évolution sur le plan institutionnel, sur le plan du fonctionnement des institutions, sur le plan aussi économique, et une évolution sur la façon dont tous les Calédoniens, quels qu'ils soient, quelles que soient leurs origines, ont appris à travailler ensemble.
D'accord. Alors, en tant que nouveau commissaire de la Nouvelle-Calédonie, c'est votre premier quand même comité des signataires. Comment vous le préparez concrètement, ce comité des signataires? Alors, c'est le premier comité des signataires que je connais en tant que haut-commissaire. Mais quand j'étais délégué général Outre-mer, j'ai assisté déjà à 3 comités des signataires. Je le prépare d'abord en écoutant, en discutant, en repérant les points de discussion, de divergence des différents partis politiques ou différentes formations, en informant Paris, en travaillant étroitement avec Paris pour préparer au mieux non seulement l'ordre du jour, mais ce qui pourra être dit au sein du comité des signataires. Alors un autre grand chantier qui nous attend, c'est la venue du président de la République, M. Hollande. Alors comment vous le préparez, comment vous le sentez cette venue? Écoutez, pour le moment, il doit venir en novembre, donc je suis encore en discussion avec les services de la présidence de la République, et d'autres, bien sûr, à Paris, le gouvernement, pour préciser le programme. Nous n'en sommes pas encore tout à fait là. Il faudra d'abord bien stabiliser la date et ensuite définir les grands moments de ce déplacement du président. Alors, beaucoup de visites durant votre agenda. Vous avez pu prendre la température économique de la Nouvelle-Calédonie. Alors, quel est votre avis, quel est votre bilan par rapport à ces visites? Écoutez, le bilan par rapport à mes visites, c'est que en 3 semaines maintenant, je me suis beaucoup déplacé, vous l'avez peut-être vu, j'ai vu beaucoup de personnes dans beaucoup de domaines différents. Je crois, c'est un peu difficile de dresser un bilan au bout de 3 semaines en matière économique. Je crois qu'il y a eu un vrai développement dans des domaines stratégiques, je pense au nickel, mais je crois aussi qu'il y a nécessité de poursuivre sur des chantiers importants comme le resserrement des inégalités, la lutte contre la vie chère. Je vais ouvrir, parce que c'est la tâche du représentant de l'État dans quelques semaines, je vais réouvrir la discussion avec les banques sur les tarifs bancaires. Il y a beaucoup de travail à faire. Il y a eu une vraie progression, une vraie évolution en matière économique. Il y a aussi des chantiers sur le terrain économique et social qui restent ouverts, qui ne sont pas tous de la compétence de l'État d'ailleurs, mais qui restent ouverts et pour lesquels l'État doit faire entendre une voix si nécessaire de conciliateur, et parfois c'est directement de sa compétence, je pense au tarif bancaire. Alors pour terminer cet entretien, quel est le message que vous avez envie de passer aujourd'hui aux Calédoniens? Écoutez, le message que j'ai envie de leur passer, c'est leur dire qu'il y a eu un énorme travail qui a été fait sur ce territoire, qu'il y a des choix importants à faire, que ces choix, ce sont d'abord à eux, aux Calédoniens de le faire. C'est à eux seuls qu'appartiennent les grands choix de demain, qu'il faut privilégier, me semble-t-il, pour construire la Calédonie, pour construire ses choix, le dialogue, la concertation, la discussion, et que le rôle de l'État, ce sera d'accompagner les Calédoniens, d'accompagner activement les Calédoniens pour faire ces choix qui appartiennent d'abord à eux. Vincent Bouvier, merci d'avoir accepté cette invitation. Donc je rappelle que vous êtes le nouveau haut-commissaire de la Nouvelle-Calédonie. Merci à vous. Allez, on passe tout de suite à l'agenda du pays. Salut Davina. Salut Élise, ça va? Ça va. Bonjour à vous à la maison. Donc on va commencer, aujourd'hui c'est jour de copains, faut avoir le sourire ma sœur. Toujours, mais j'ai toujours le sourire, t'inquiète pas. Donc on va commencer l'agenda avec cette info qui nous vient donc du Lions Club de Coné, qui organisera une soirée dansante le samedi 15 novembre de 20h à 2h du matin. Ça se passe à Pomemi chez Monsieur Castavi. Donc pour ceux qui souhaitent avoir des renseignements, le numéro de téléphone à composer, le 94 30 10. Les réservations sont possibles jusqu'au 31 octobre, donc vous avez le temps. Ensuite, on continue avec une petite idée sortie pour ce week-end. Donc pour demain, ceux qui sont sur Coné, il y a un spectacle de danse polynésienne qui sera donné du côté de l'hôtel Konyambo à partir de 19h demain. Voilà, pour ceux qui veulent aller danser pour ce week-end. Et on continue. On parle ensuite de la fête du cocotier du Tarot. Et du Tarot. Oui, on parle de la fête du cocotier, du pandanus et du Tarot du côté de Pointe-Dimier. Ça se passera le 27 septembre à partir du matin, donc 8h, au stade de Naseti. Pour ceux qui souhaitent avoir des informations, donc le numéro de téléphone à composer, le 42 60 18. Au programme vannerie, proposition de s'initier au tressage. Il y a des présentations des produits qui nous viendront justement de Canala, de Koumak et de Wigwa.
Donc voilà, et ensuite il y aura aussi bien sûr de l'animation musicale, notamment Acel Chica qui sera là. Pour ceux donc qui sont du côté de Pointe-Dimier, à ne pas manquer, il y aura même des prestations de danse traditionnelle de Tiwaka. D'accord, et sûrement des plats traditionnels à déguster. Sûr, donc avec le cœur de cocotier, là, voilà, il ne faut pas hésiter à y aller. Bon ben voilà une bonne journée qui s'annonce très belle du côté de Pointe-Dimier. Et on continue avec d'autres informations. On continue, on reste toujours à Pointe-Dimier. On parle de la médiathèque du Nord qui recherche toujours des photographies qui mettent en scène donc, la commune dans des scènes de vie ou autres. C'est dans le cadre d'une exposition qui devra avoir lieu bientôt pour le mois du patrimoine, n'est-ce pas Élise? Donc on n'arrête pas d'en parler, voilà justement. Donc ceux qui souhaitent, qui ont des photographies et qui souhaitent les partager pour que le plus grand nombre puisse les voir, ces photos, eh bien, ils peuvent aller directement à la médiathèque donc de Pointe-Dimier ou alors ils peuvent appeler le 42 67 00. Notez que si vous acceptez de prêter vos photographies, donc elles seront dupliquées, mises en exposition pour cette exposition, mais elles pourront aussi être demandées par d'autres établissements publics. Donc voilà. Et ensuite, on parle de la MASCOP. Tout à fait, Élise, on parle de la MASCOP, donc mission d'accompagnement à la scolarité en province Nord. Il propose toujours pour ceux qui souhaitent apprendre à lire ou réapprendre à lire des cours donnés par des professionnels de l'apprentissage de la lecture, donc au sein de leurs locaux. Ils se situent, eux, à côté de la médiathèque de Pointe-Dimier, au premier étage du bâtiment A. Donc ceux qui souhaitent avoir des renseignements, donc ils peuvent appeler le 47 10 17, voilà. N'hésitez pas, si vous avez besoin de réapprendre à lire, il n'y a pas d'âge pour apprendre. D'accord, et on parle cette fois-ci d'initiation musicale du côté du Centre culturel de Vaud. Tout à fait, Élise, on va à Vaud pour apprendre donc la musique assistée par ordinateur. Ceux qui souhaitent avoir donc des renseignements, le numéro de téléphone, le 47 55 50. C'est ouvert à tous, il faut avoir 16 ans bien sûr, au minimum, pour pouvoir participer à ces cours. C'est gratuit, donc jusqu'au 1er octobre, vous pouvez vous inscrire gratuitement, mais attention, il n'y a que 12 places. D'accord, disponibles, donc il faut faire vite. Il faut faire vite, oui. Ensuite, on va du côté de Koumak et on parle sport. Oui, Élise. Élise qui est une grande sportive, donc voilà, une info pour toi. Et nos amis amateurs d'escalade, c'est l'événement du moment. On parle bien sûr du championnat du monde d'escalade jeune, quoi. D'accord. Donc ça se passera les 26, donc vendredi 26 et samedi 27 septembre du côté des Roches de Notre-Dame à Koumak, pardon. Ceux qui, bien sûr, voudraient des infos ou voudraient un numéro de téléphone, le 97 38 55. Notez qu'il y aura bien sûr la présence de toute l'élite de la discipline venue du monde entier. Voilà, d'ailleurs, comme on le disait la dernière fois, notre collègue Jamie Waimo nous tiendra informés pour nous apporter quelques images sur cet événement. Donc, pour ceux qui n'ont pas la chance d'assister à ces championnats. Bon, on continue, on parle pour les semaines à venir, d'autres informations. Pardon. Tout à fait, je voulais finir donc en parlant du festival Earth Dance. Donc c'est un festival qui est donné tous les ans pour la paix dans le monde. Et cette année encore pour la 10e fois, ça se passe aussi chez nous. Et cette année on va du côté de la foi à Coindé. Donc voilà, pour ceux qui souhaitent y participer au programme bien sûr, de la psytrance et de la psyprog. Pour ceux qui aiment, et puis du body painting en activité à côté. Sachez que pour ceux qui participeront, la moitié des dons, enfin la totalité même je crois, sera versée à l'association Solidarité Handicap de la foi. Donc voilà, une bonne façon de faire une bonne action aussi. Ok Davina, c'est tout pour nous? Oui, c'est tout pour aujourd'hui Élise, je te souhaite un bon week-end ainsi qu'à nos amis téléspectateurs. À lundi. À lundi. Allez, on passe tout de suite à notre rubrique C'est Sport. Bonjour Jamie, alors aujourd'hui on parle de VTT avec le championnat de Calédonie de VTT qui s'est clôturé lors de la méga rondo donc sur Pokereux. Bonjour Élisée, bonjour à tous. On connaît désormais le nom du champion de Calédonie de VTT, Arnaud Boucher, premier au classement du championnat qui devance ainsi Olivier Buffet, le vainqueur de la méga rondo. La méga rondo c'est l'un des plus gros événements sportifs de l'année et pour la 11e édition, plus de 1300 VTTistes embrassent
braver la boue des pistes de Pocreux. Malgré la pluie, la méga rando n'a pas failli à sa réputation. Alors chez les hommes, c'est Olivier Buffet qui s'empare de la première place. La première féminine arrive en 3e position et c'est Cathy O'Neill, l'invitée néo-zélandaise de la méga rando, qui termine première féminine. Sa poursuivante n'arrive qu'à la 11e place, 11e position du classement général. On écoute tout de suite Cathy O'Neill. It's really good, really hard, lots of climbing, so it was good. There were lots of people at the event and that's really good to see, lots of kids and then some fast guys as well, so it's really good and it was a well put on event. The event is quite similar to events that we have in New Zealand and it's really close to those types of events. The event that I race is a shorter lap race and I do that over and over. So if I compare it to long marathon events in New Zealand, they've done an excellent job here, really, really good. With the big screen at the event, everything is, it's going the right way in New Caledonia, I think, and I know people want to come from New Zealand and have a go. Alors, comment s'articulent les courses de VTT ici au pays? Alors, en Nouvelle-Calédonie, il existe 2 types d'épreuves, le cross-country et la descente. Alors, les épreuves sont organisées par le comité régional de cyclisme du pays et les compétitions pour ces 2 épreuves ont lieu soit dans le cadre de la Coupe Calédonie, soit dans le cadre du championnat du pays. La Coupe de Calédonie, qui regroupe plusieurs manches tout au long de l'année, a pour but de récompenser les athlètes les plus réguliers et les plus assidus. Le championnat, quant à lui, eh bien, il a lieu sur une seule course qui se déroule généralement sur un week-end. Alors c'est une pratique du vélo la plus en vogue. Voilà, c'est une discipline ici en roue libre qui se développe très bien avec un nombre de pratiquants qui augmente chaque année avec un taux de participation notamment pour la méga rando qui s'élève, je le répète, à hauteur de 1300. Cela prouve que le VTT se porte bien, ce qui n'est pas le cas de la course sur route. Souvenez-vous, lors de notre entretien avec Thierry Fonder, il disait que la course sur route avait du mal à attirer davantage de jeunes, que l'avenir de cette pratique serait fragilisé par un nombre encore trop faible de licenciés. Alors comment expliquer ce décalage entre VTT et la course sur route? Alors la nature, je dirais que c'est la première explication, ou plutôt c'est le premier facteur qui incite les Calédoniens à pratiquer du VTT et non de la course sur route. Bien qu'il existe une dizaine de clubs ici sur le territoire pour pratiquer tout en étant assurés, les gens adhèrent plus à la discipline dans une pratique qui s'apparente au loisir et qui flirte légèrement avec la compétition. Au VTT, ici, il est possible de participer à une compétition sans être licencié dans un club. C'est ce qui fait le charme de cette discipline, de voir les confirmés et les novices se disputer les pistes debout comme ce fut le cas durant la méga rando. Et Éric Deroche n'a pas manqué au rendez-vous. On regarde. Pour ma préparation VTT, pour être performant sur les courses, il y a plusieurs étapes à ne pas négliger. Il faut commencer par avoir un bon foncier, donc il y a toute une partie d'endurance qui va se travailler des mois et des mois à l'avance, où on va faire énormément de routes et enchaîner les kilomètres pour s'habituer à travailler sur 2-3 heures de vélo. Et après ça, on attaquera la partie spécifique où on va vraiment faire du cardio, du technique, avec à ce moment-là du VTT, des enchaînements de montée, de descente, vraiment du travail spécifique pour habituer le cœur à monter dans les tours et à récupérer le plus rapidement possible. Pour une course comme la méga rando, c'est 50 km de course, donc il faut vraiment avoir travaillé son endurance assez longtemps à l'avance. Il y a des grosses montées, donc il faut être en forme physique, il ne faut pas être trop lourd, donc il y a un travail au niveau de l'alimentation aussi qui est fait au préalable. Et puis aussi, il faut vraiment travailler la technique pour tout ce qui va être descente technique, pierrier, franchissement de rivière, où là on va avoir vraiment besoin d'avoir une technique parfaite pour pas tomber déjà, pour pas casser le vélo, pour essayer de solliciter le moins possible les muscles qui sont mis à rude épreuve dans les parties qui sont les plus techniques.
la longueur de la course fait que, et la position fait qu'au bout d'un moment, on peut avoir des douleurs dans le dos. L'enchaînement des montées fait travailler énormément les cuisses. Donc ça, le corps, s'il n'y est pas habitué, c'est assez compliqué d'aller au bout d'une épreuve aussi longue, avec un état de fraîcheur suffisant pour pouvoir vraiment performer sur la toute fin de course. Donc il faut vraiment avoir travaillé tout ça à l'avance et avoir fait un maximum de travail foncier pour pouvoir aller au bout. La préparation elle a servi, après les difficultés c'est les autres concurrents. Après c'est vrai que du fait que ce soit un peu gras et assez glissant, ça n'a pas facilité les choses. C'était pas vraiment technique, mais il y avait vraiment des gros coups de cul où c'était vraiment très raide et à la fin il n'y avait plus moyen de les passer en vélo, il fallait passer à pied parce que j'avais des crampes de partout. Cette épreuve-là, c'est vraiment mythique, c'est l'épreuve VTT en Nouvelle-Calédonie. Après, je suis en préparation pour le Tour, donc c'est aussi une bonne jauge pour savoir où j'en suis au niveau de ma forme physique. Et ouais, ça fait plaisir, c'est vraiment... J'ai souvent été dans les 10-15 premiers, cette année j'ai vraiment beaucoup bossé avec des grosses charges d'entraînement pour le Tour. Donc ouais, c'est une récompense et je suis vraiment très très content et très ému d'avoir gagné aujourd'hui. Pour la méga rando, c'est vrai que c'est un parcours assez long, donc il faut avoir un vélo assez adapté et assez confortable, un effort assez long par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Donc c'est vrai que le vélo c'est quand même un sport mécanique, donc il faut bien entretenir son matériel, il y a énormément de suivi à faire pour ne pas être embêté tout au long de la course. Et puis du matériel spécifique, avoir un vélo tout suspendu, c'est quand même beaucoup plus confortable pour le dos. Les parties descendantes, le fait de pouvoir monter et descendre la selle avec un simple bouton, ça permet d'avoir un confort de position et un pilotage qui est beaucoup plus précis. Aujourd'hui, tous ces petits paramètres-là rentrent en ligne de compte. Si on prend un vélo un peu plus traditionnel, quelqu'un va être beaucoup plus performant dans les montées, mais va perdre énormément de temps dans les descentes. Donc le but, c'est d'avoir vraiment le vélo polyvalent et adapté au type d'effort. Il y a beaucoup de pratiques dans le VTT, il y a beaucoup de types de VTT différents. Donc il faut vraiment bien choisir son matériel et surtout bien l'entretenir et bien faire le point avant la course pour être sûr de partir avec les meilleures bases et le moins de chances possible d'avoir un pépin mécanique, quoi. Avoir un vélo tout suspendu, c'est-à-dire avec un amortisseur à l'avant et à l'arrière, c'est quand même beaucoup mieux pour le confort, surtout qu'aujourd'hui on a pas mal de possibilités. On peut bloquer l'amortisseur pour les parties montantes et le débloquer pour les parties descendantes. On a un débattement à l'avant qui est aussi variable en fonction du type de terrain. Pour les parties montantes, on bloque la fourche. Pour les parties descendantes, on l'ouvre et là on récupère énormément de débattements qui nous permettent de descendre beaucoup plus vite et de moins subir les chocs liés au terrain. Le guidon c'est pareil, aujourd'hui on a des guidons qui sont beaucoup plus larges pour avoir un pilotage un peu plus agressif et un peu plus précis. Tout ça c'est combiné avec un gros freinage, avec des roues qui ont quand même pas mal évolué aussi en termes de dimension. On a pas mal de tailles de roues différentes en fonction de l'effort. Ouais, au niveau du pédalier, on a bien souvent aujourd'hui, on n'a plus que 1 ou 2 plateaux à l'avant, avec en revanche une cassette qui est avec beaucoup plus échelonnée, avec des tout petits pignons et des très grands. Moi je suis en 2 plateaux, il y en a beaucoup qui sont en simple plateau maintenant pour une question de poids aussi. Parce qu'on passe en simple plateau, ça nous évite d'avoir un changement de plateau à faire, ça nous évite d'avoir un dérailleur à l'avant. Ça évolue, chacun a ses préférences et chacun a ses habitudes. Aujourd'hui, moi je suis en double plateau et je pense que c'est ce qui convient le mieux pour des efforts style méga rando parce qu'on peut vraiment être amené à faire des très très grosses montées. Et à côté de ça, il y a des descentes qui sont assez longues aussi, donc il faut pouvoir amener suffisamment de braquet pour aller le plus vite possible. Le matériel est soumis à rude épreuve, crevaison, casse d'une chaîne, casse d'un dérailleur. En plus, il y a tous les obstacles de la nature, donc des branches, des cailloux. Il faut vraiment se passer beaucoup de choses sur une course de VTT. Donc tous ces paramètres-là, il faut en tenir compte et il faut les appréhender du mieux que possible pour essayer de ne pas se faire surprendre bêtement, entre guillemets, parce qu'on peut très bien perdre une course sur un problème mécanique à 2-3 km de l'arrivée. C'est jamais impossible. Après le VTT, en comparaison à la route, c'est vrai que c'est quand même un peu plus sympa à la pratique, c'est un peu moins contraignant, c'est toujours sympa de le faire entre copains évidemment, mais c'est vrai que d'être en nature et d'avoir un terrain qui est un peu plus joueur et un peu moins monotone que la route, ça change quand même pas mal la vie. Et aujourd'hui, s'il y a autant de gens qui se mettent au VTT, c'est parce que c'est quand même plus fun que la route.
alors les roues dans la boue, pratiquer dans la nature avec ce sentiment de liberté, c'est ce qui est recherché par les Calédoniens, mais il y a aussi la sécurité. En effet, Elise, tu fais bien de le rappeler, la sécurité, autre facteur qui joue un rôle important dans le choix des passionnés du vélo. Ils préfèrent pratiquer du VTT sur une piste naturelle, comme tu viens de le dire, mais également protégée sur route. Encore une fois, comme le disait Thierry Fonder, il est extrêmement risqué de s'entraîner sur les routes calédoniennes qui chaque jour sont occupées par les automobilistes. Il reste encore un créneau qui est le dimanche après-midi, mais c'est le moment où la plupart des Calédoniens préparent la semaine. En gros, pour résumer, nature et sécurité, ce sont les deux critères qui attirent de plus en plus de pratiquants au détriment de la course sur route. Alors la course sur route qui aura l'occasion de redorer son image avec la traditionnelle boucle du pays. Alors Jamie, c'est le 16 octobre que débutera le Tour de Calédonie. Voilà, c'est ça Elisa. Donc le Tour de Calédonie, l'an dernier le prologue avait été effectué sur l'île de Nengoné à Maré. Cette année, les habitants de Nové Djehou, Lifou, auront le privilège d'assister à la traditionnelle première épreuve qui est le prologue. Je propose tout de suite d'écouter les détails du Tour de Calédonie avec Gérard Salin. Oui, le 44e Tour de Nouvelle-Calédonie est une édition un peu remaniée. Tout d'abord avec quelques particularités, notamment l'ascension, un départ à Lifou d'abord, un départ à Lifou où on retourne depuis, on était reparti en 2011, donc on retourne à Lifou et on espère, comme la dernière fois, qu'il y aura beaucoup de monde. Le public de Lifou sera certainement au rendez-vous parce qu'on a trouvé lors de nos reconnaissances des gens très motivés et donc je pense que ce sera une grande réussite. Ensuite, on reviendra sur la Grande Terre pour un critérium à Dimbéa où là aussi on attend beaucoup de monde puisqu'il y a la proximité à Nouméa. Ensuite, on fera un tour traditionnel en passant par la côte Est, puis la côte Ouest au retour et deux difficultés majeures. La 6e étape coupée en 2 tronçons avec l'enfer du Nord, la montée d'Amos et aller jusqu'à Koumak l'après-midi en coupé en 2 avec des grosses difficultés. Et le lendemain, l'étape allant de Koumak à la mine Konyambo, alors là c'est une très belle étape, facile au début, mais ensuite on arrive sur Konyambo avec une ascension de 11 km, une ascension digne d'étape du Tour de France avec des montées à entre 15 et 20%, donc ça veut dire très dur et je crois que le vainqueur ou les vainqueurs potentiels sortiront de ce jour-là. Alors les équipes, il y en a 16. Actuellement, je suis assuré de 15 et il y a un petit souci sur la 16e qui ne répondent pas, mais j'ai une équipe remplaçante qui viendrait de Martinique, donc ça serait intéressant aussi pour nous. Sinon, il y a 9 nationalités, donc si les Martiniquais viennent, ça fera 10 nationalités. Et c'est un tour vraiment international, avec des équipes de métropole, de Taïwan, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, de Tahiti, 3 équipes françaises, donc voilà, il y a beaucoup de monde au rendez-vous et surtout un tour très nivelé. J'ai oublié les Italiens qui viennent avec l'équipe de la CLN, les Suisses, donc c'est un tour qui s'annonce très beau, d'autant que les difficultés seront un peu moins dures à part les 2 étapes dont j'ai parlé précédemment. Le tour devrait être un peu moins dur et donc ouvrir un peu plus de bagarre. Voilà, c'était Gérard Salin pour nous donner des précisions sur le Tour de Calédonie qui se déroulera du 16 au 24 octobre prochain avec le prologue qui se déroulera sur l'île de Nové Djehou dans la tribu de Oué Lochila, une tribu qui n'était pas inconnue, Elise Nagana. Effectivement, d'ailleurs je salue toute la famille là-bas, mais pour parler de la course, c'est l'une des plus difficiles au monde apparemment. C'est l'une des courses amateurs les plus difficiles de par ces cols, ici les cols calédoniens qui sont, d'après Thierry Fonder, très difficiles. Très difficile à grimper, c'est pour cela qu'il est parti en métropole dans les Alpes pour s'entraîner justement pour essayer de terminer sur le podium. C'est une course qui lui tient vraiment à cœur et c'est vrai que gagner ici à la maison, ça serait quand même magnifique, surtout parmi ces internationaux. C'est quand même une course qui attire pas mal d'internationaux de par sa difficulté. C'est ce que j'allais te demander. Avec pas mal de coureurs internationaux qui arrivent en fin de carrière, donc presque à arriver à la retraite, ou des coureurs qui débutent et qui veulent à tout prix participer à cette course amateur qui, encore une fois,
elle fait partie des plus difficiles au monde. En tout cas, des Calédoniens participent également. Il y aura une équipe, l'équipe de la Wangui, ce sont une équipe qui sera composée uniquement de coureurs calédoniens, donc comme on dit, une équipe 100% locale. Donc voilà, on leur souhaite... Voilà. Et puis on dit aux amateurs, ceux qui aiment regarder justement les coureurs, les cyclistes, rendez-vous le 16 au 24 octobre pour rappeler la date. Pour rappeler la date, et puis je voulais juste rappeler qu'Olivier Buffet, celui qui a gagné la Méga Rondo, celui qui fait du VTT, il fait aussi de la course sur route, pardon, et il fera partie de cette équipe en question là, de la Wangui, composé de Calédoniens, donc bon courage à vous. Voilà, bon courage à eux. Merci Jamie. Merci Élise et merci à tous. Alors on retrouve Anna pour la rubrique On s'occupe de vous. Bonjour Anna, donc on te retrouve pour une nouvelle rubrique et cette fois-ci tu vas nous parler du naturopathe. Donc comment il intervient, les différentes techniques qu'il utilise et bref nous serons tout sur la naturopathie aujourd'hui. Bonjour Élise et bonjour à tous. C'est vrai que la naturopathie, tu vois, même moi j'écorche, c'est assez méconnu. Moi, j'ai découvert ça à travers ce reportage, donc rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls à pas trop en savoir là-dessus. Alors, le naturopathe, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il apprend à son patient à gérer tout d'abord son hygiène de vie. D'accord. Et c'est une discipline qui s'adresse à quiconque souhaite justement s'investir et se responsabiliser pour devenir un meilleur acteur de sa santé. Et tout ça en modifiant sa façon de vivre, son mode de vie au quotidien en fait. D'accord. C'est une discipline qui existe depuis longtemps? Eh bien, ça remonte jusqu'à la Grèce antique quand même. Et il faut savoir que les principes qui président à la pratique de la naturopathie, eh bien, ils doivent beaucoup à ce qu'on appelle le corpus hippocratique. Alors, il faut savoir que c'est ce fameux corpus hippocratique qui a constitué la base de la médecine occidentale du 5e siècle jusqu'au début du 20e siècle quand même. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en 2 mots ce que c'est que le corpus hippocratique? Alors, bien sûr, Élise, bon, peut-être pas en 2 mots, mais au moins en 4 lignes. Alors, le premier, c'est d'abord ne pas nuire. Le deuxième, c'est la nature recèle son propre pouvoir de guérison. 3e point, découvrir et traiter la cause de la maladie. 4e, enseigner. Et puis, pour la petite histoire encore, il faut savoir que c'est un Allemand qui s'appelle Bénédicte Lust, qui était médecin, ostéopathe et chiropraticien, C'est lui qui fonde officiellement donc la naturopathie après avoir émigré aux États-Unis. Et en 1902, donc, il crée la première école de naturopathie et on y enseigne entre autres l'hydrothérapie, l'herboristerie, la nutrition, la physiothérapie, la physiologie, la psychologie également et puis une foule d'autres techniques. Donc c'est une discipline qui a un vaste champ d'activité. Tout à fait. Je suppose que cela a dû évoluer au fil des années et aujourd'hui la naturopathie est reconnue mondialement. Oui, Élise. D'ailleurs, en 1983, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, recommandait aux autorités médicales de tous les pays d'intégrer la naturopathie au service de santé publique. D'accord. Alors, on sait maintenant un peu plus sur les origines et l'évolution de cette discipline. Donc, on peut dire que la naturopathie est en quelque sorte un éducateur de santé. Oui, le naturopathe, on peut l'appeler comme ça, un éducateur de santé, parce qu'il ne procède ni au diagnostic, ni au traitement de maladies. Il ne fait qu'enseigner l'art de conserver sa santé, de la retrouver ou d'optimiser. Et puis surtout, il est conscient que le bien-être de chacun, on ne peut le dissocier. En fait, c'est indissociable de la qualité de vie, comme de son harmonie, aussi bien en société qu'avec l'environnement. Alors, est-ce qu'il existe au pays des naturopathes? Oui, il y en a quelques-uns, surtout sur Nouméa et le Grand Nouméa. Nous, on en a rencontré une qui exerce sur Nouméa principalement. Elle s'appelle Nelly. Donc, elle nous explique à travers ce reportage sa façon de travailler, les techniques qu'elle utilise. Et c'est Duke Menongo qui l'a rencontrée pour nous. Je vous propose de regarder son reportage. On se dit praticien de santé ou éducateur en santé. Donc les principes de santé vitale, je mange, je bois, je respire, je cours, vous voyez tout ça. Et c'est
redonner la motivation. On va faire un bilan de santé comme d'habitude. Donc vous avancez un petit peu vos pieds, voilà, parfait. Voilà. Et on va casser un petit peu les poignets de sorte à mieux évaluer. Voilà. Vous vous rappelez, il y a donc 6 organes principaux. Et donc vous allez fermer un petit peu les yeux. On va évaluer donc le fonctionnement. On appelle ça le qi en énergie chinoise. Donc là, ça va permettre de voir si aujourd'hui il y a une bonne vitalité. Donc au niveau digestif, ça me semble vraiment bien, sachant que c'était quand même un sujet un peu délicat chez vous, Hélène. Donc là, ça nous permet d'évaluer. Et alors surtout l'énergie vitale du moment, je vois qu'aussi c'est pas mal du tout au niveau des reins. Bon. Au niveau digestif, alors où vous en êtes dans votre équilibre nutritionnel? Eh bien, très bien, je mange... Donc les principes, vous respectez bien actuellement sans gluten, c'est ça? Voilà, sans gluten, sans huile cuite, d'accord, sans lait. Beaucoup de gras hein. Oui. Donc voilà, toujours ces fameux oméga 3. Donc quels sont-ils en ce moment? Quelle huile de l'alimentation vous utilisez? La cameline, ouais, bonne, voilà. Très très riche en oméga 3. Et parfois vous associez avec j'imagine... de l'huile de lin. L'huile de lin, de l'huile d'olive, fondamentale aussi. Oui. Voilà, très bien. Et donc, ça, c'est une alimentation crue. Vous mettez sur vos assiettes à chaque fois. Quel moment? Midi, soir? À quel moment de la journée? Ça peut être le midi, comme ça peut être le soir. Hein, d'accord. Bon. On va regarder un bon reflet de votre système digestif, c'est dans la langue, au niveau de la langue. Donc, je vais regarder, je vais vous faire tirer un petit peu la langue. On va regarder. Voilà, très bien. Donc, au niveau... De la détox, en fait, qui est en place depuis plusieurs mois, hein, même ça fait 1 an. Un peu plus Ce qui est intéressant, c'est que on sent bien qu'il y a une physiologie qui se fait digestive, une bonne élimination. Donc ça, c'est heureux. Il faut continuer. Je crois que je suis entrée vraiment, vraiment dans un rituel alimentaire qui m'aide, je pense, qui aide mon esprit aussi. Évidemment. Alors ça, Hélène, on le répète, hein, et je vous le redis et je le dis chaque fois, que ton aliment soit ton premier médicament. C'est une base fondamentale, c'est les principes d'Hippocrate. Et comme vous le dites, avant d'aller prendre un équilibrant nerveux, quoi que ce soit, regardons ce qu'il y a dans notre assiette. En ce moment, donc, il y a un slogan de santé publique, manger moins de sel. Et c'est vrai qu'on devrait, moi j'ai envie de l'accrocher, hein, cette affiche où on voit, mettons, des aromates, comme vous le disiez, du poivre, du curcuma, de la coriandre, du persil chinois, du colombo, voilà, du gingembre, tout ça pour agrémenter notre assiette. Et vous avez probablement entendu, Hélène, là actuellement on nous dit, au niveau de la radio, on entend une petite fille qui rentre de l'école et qui dit à sa maman, ma maîtresse m'a dit mangeons moins salé. C'est aussi mangeons moins de plats préparés. Pour fermer cette boucle avec l'intestin, vous savez qu'on dit que c'est aussi le deuxième cerveau émotionnel. Hein. Il est constitué de neurones, 200 millions de neurones. On a l'habitude de nous dire que en fait, le cerveau d'un chien qui est fait d'autant de neurones se situe dans notre ventre. Donc on comprend mieux ce que vous me dites là quand vous me dites effectivement je me sens bien mieux au niveau moralement, mais c'est aussi prendre conscience que grâce à ce que vous mangez, l'équilibre émotionnel qui est dans le ventre, puisqu'on parle de deuxième cerveau, se reflète sur votre état d'être et votre comportement. C'est vrai qu'il y a eu la colère chez Hélène. Cette colère... Et ça, vous savez, justement par vos poux, par les poux, on peut évaluer ce foie qui souvent est lié à cette émotion vraiment très marquée qu'est la colère. C'est vraiment le feu qui rugit de moi, là. Je sors de mes gonds par le deuxième pou chinois, justement. Et c'est vrai que là, c'est plus rien à voir. On a une autre Hélène et j'en suis ravie. J'avais des problèmes d'allergie, des crises la journée, la nuit qui m'empêchaient de dormir et je ne dormais plus après. Vraiment, elle a pris le temps de m'écouter, vraiment. Je crois que la première séance, on est resté très très longtemps, au moins 2 heures ou 2 heures et demie ensemble. Et puis, elle a dit, bon, on va essayer de changer, voilà. Est-ce que vous êtes prête à changer l'alimentation? Je pense que ça vient de là. J'ai adhéré complètement à cette nouvelle régulation alimentaire. Et du coup, on a observé, c'est vrai, dès le mois d'après, une limitation des prurites et des démangeaisons. Au bout de 10 jours, ça y est, tout avait disparu. Oui.
Et puis, j'ai perdu aussi énormément de poids. Oui, parce qu'on avait l'objectif. Le gros challenge, c'est que la personne, du jour au lendemain, arrive à lâcher ses habitudes. Et je dois dire, c'est un gros travail. J'ai 52 ans, donc c'est vrai que les habitudes sont bien là, bien ancrées. Finalement, c'est revenir à ce que nos grands-parents mangeaient, en fait. C'est manger sain. C'est essentiellement ça. Voilà. Et manger sain, avec des produits, si on avait davantage de produits de la terre, du jardin avec toutes ces feuilles. On a beaucoup de feuillus ici, les fameuses feuilles canaques, les salades, les épices diverses, les algues aussi. Quand vous voyez donc sur par exemple la graine de soja non germée, vous avez 0 vitamine C, hein, on voit bien sur le graphique, et en 5 jours de germination, regardez, elle concentre 100 mg de vitamine C. La naturopathie, c'est faire prendre aussi conscience à son patient qu'on est ce que l'on mange, mais on est aussi ce que l'on bouge, on est ce que l'on respire. Donc, manger, bouger, hein, c'est des principes qu'on entend beaucoup, mais il faut absolument bouger, parce qu'on est trop sédentaire. Ne serait-ce que marcher, déjà. C'est ça. Déjà, un outil de base, c'est le fruit d'un diplôme aussi, ça existe, hein, le diplôme universitaire d'aromathérapie. Je pense qu'il y a aussi des formations privées, maintenant il y en a, hein, c'est évident. Il y a plein de choses qui se développent. Alors, on a les huiles essentielles. On les utilise en voie interne ou aérienne. Donc, en fait, on peut tout à fait bénéficier, par exemple, là, je vais en mettre quelques gouttes. Voilà. On peut bénéficier des principes actifs de cette huile en diffusant. Et en fait, on n'a rien inventé parce que c'est le niaouli. Le niaouli, par exemple, je dois en avoir un où il est peut-être resté du côté salle de bain, puisque c'est quand même le lieu où on l'utilise le plus souvent dans le bain. Et vous pouvez aussi le mettre en diffusion pour assainir la pièce. Donc en fait, souvent, moi, je les utilise plutôt à voie interne. Donc quelques gouttes soit sur un support, ça s'appelle un comprimé neutre, mais sinon dans du miel, hein, comme le faisaient les anciens, ou un peu d'huile végétale, d'huile d'olive par exemple. Et on met par exemple une goutte de menthe poivrée, une goutte de citron, et on l'absorbe au moment des repas, 2 à 3 fois par jour, sur une période donnée, souvent de 6 à 8 jours, pour aider justement, ce sont des plantes très concentrées en fait, pour aider au fonctionnement du foie et des reins, pour mieux éliminer. Donc c'est un outil important. Alors souvent j'utilise aussi la lavande. Voilà. Vous le mettez au niveau du poignet. Le fait de le ressentir calme énormément. C'est ça. Et vous pouvez rattraper comme ça. Moi j'en profite en même temps. Celle-ci c'est une plante merveilleuse. Ça s'appelle le Ravintsara. Et notamment grâce à ses principes actifs, le cinéole, elle est comme le niaouli, elle va fluidifier, avoir des actions antivirales, donc par rapport au virus, elle va assainir la pièce si je la diffuse, et surtout si je la mets sur Hélène, c'est ces principes équilibre émotionnel. Hein. Les personnes qui ont besoin d'un petit... Moi-même, hein, en consultation, je l'ai toujours à côté de moi, mon petite plante, là je la mets là, et c'est quelque chose qui peut soutenir l'émotionnel. Ah oui, Les lavandes, on les utilise beaucoup pour apaiser, pour aider au sommeil. Les mamies le connaissaient bien en métropole, vous avez les champs de lavande, on en fait des petits pochons, on peut le mettre sous l'oreiller. Là je fais la même chose en leur disant, voyez, prenez votre petit flacon, vous mettez 1 à 2 gouttes au niveau de l'oreiller, humez, et ça permet de se relaxer, de rentrer plus facilement dans le sommeil. Les enfants en fait apprécient beaucoup, et du coup on préconise aussi un petit peu dilué dans une base végétale. Alors c'est des petits flacons un peu plus grands, et ces huiles végétales comme l'amande douce, le jojoba, le macadamia, en diluant 2 gouttes dans un petit peu d'huile végétale, on peut ensuite faire un petit massage au niveau de l'avant-bras. C'est des zones en fait qui sont très richement vascularisées en fait. C'est des zones où il y a beaucoup de vaisseaux sanguins en fait, et du coup ça fait une imprégnation générale au niveau du corps et un relâchement assez rapide. Donc l'enfant, le soir, on fait aussi au niveau des pieds, parce que la voûte plantaire, hein, c'est le reflet aussi de la plupart de nos organes en fait. C'est très curieux. On a la tête en haut, et au niveau du bas, tout le système digestif se situe au niveau de la voûte plantaire, sous le pied. Donc en fait, on peut tout à fait proposer un massage du pied pour détente. Donc ça, c'est le fruit d'une discipline. Sans être diplômée en réflexologie, moi, je l'utilise quand même un petit peu. J'ai certains points qu'on apprend pour relaxer la tête, on est plus sur les doigts, mais même la main en fait. De la même façon, on a une cartographie de la main qui correspond à notre corps. Donc en fait, si vous faites ce petit système circulatoire là, dans ce sens, on est au niveau intestinal et on va stimuler, aider l'intestin qui peut être souvent en saturation, un peu bloqué. Ça, c'est pour les personnes qui vont avoir notamment des constipations chroniques. Voilà.
Au niveau de la tête, ce serait, vous voyez, comme si le pouce du doigt de pied, du pied là, ainsi que le pouce de la main représentait notre tête, notre encéphale. Donc en fait, c'est très bien de pouvoir aussi le stimuler. Voilà, en autre outil, on utilise aussi les huiles essentielles, l'homéopathie, les petites granules d'information, c'est une médecine intéressante. On utilise aussi, ça peut être des élixirs floraux, pour certains qui sont intéressants. Et moi, avant tout, c'est vrai que c'est le domaine aromathérapie qui m'intéresse. Parce qu'il y a la concentration en une goutte d'une concentration énorme de principes actifs qui va avoir une action. C'est un véritable médicament, par contre. Il y a des précautions d'usage. Il ne faut pas les donner à certains moments. Par exemple, les tout petits, ça peut être contre-indiqué. J'essaie de relier un petit peu tout avec les enseignements des anciens, justement. Le médecin indien va apprendre à son patient, vous êtes telle constitution, vous aurez le droit de manger telle chose, mais pas d'autre. Par exemple, vous avez de l'eczéma, bien aujourd'hui, pour vous, on va enlever tout ce qui est piquant, tous les piments, tout ce qui est feu. Parce que déjà, vous êtes en train de vous gratter, donc on va limiter tout ce qui est rouge aussi, vif, par exemple la viande en excès qui va créer des toxines, de l'acidité. On a la chance d'avoir la banane, on a la papaye qui est un royal. On avait quand même le pape qui mangeait de la papaye fermentée, donc c'est signe de longévité et de sagesse. On a la chouchoute, moi c'était le premier aliment, premier aliment des enfants. Le mien a mangé de la chouchoute pendant toute sa première année, avec les 6 premiers mois de la diversification, avec la citrouille, fabuleux. Donc, on a un aliment, et ça j'essaie de mettre les gens un petit peu plus au fait de ça, c'est l'igname. L'igname, en fait, il est basique, c'est-à-dire basifiant, pas basique, c'est-à-dire qu'il va avoir des propriétés qui vont limiter l'acidité du corps. Donc, être basifiant, ça veut dire reminéraliser le corps. En plus, il va avoir des sucres lents, mais qui vont se digérer lentement. Beaucoup de fibres, donc pour le transit, il est parfait. Et il a un pouvoir un peu antioxydant. Sur une assiette, je fais la moitié, je vous l'avais déjà préconisé à Hélène, c'est-à-dire la moitié de l'assiette en légumes, un quart de féculents et de céréales, si possible, le moins possible de gluten, donc pas forcément des pâtes, mais plutôt du riz, plutôt de la patate douce, de l'igname, des choses comme ça, et un quart de protéines. Et ici, l'excès, il est trop donné à la viande, en fait. Ça nous alourdit, ça nous encrasse, et après, c'est là qu'on finit par avoir des symptômes d'encrassage. Toute la théorie de Jean Seignalé, dont on parlait tout à l'heure, avec ce livre, L'alimentation de 3e médecine, c'est l'encrassage cellulaire. Donc, il faut nettoyer, il faut drainer, et retrouver ainsi la santé. Nous avons vu à travers le reportage de Nelly comment elle travaille, mais il faut savoir qu'on peut aussi pratiquer d'autres techniques comme l'hydrologie, c'est alterner les bains chauds et froids. Il y a aussi l'aromatologie, il y a aussi des techniques pour gérer son stress, etc., etc. En fait, il s'adapte, le naturopathe, en fonction de son patient, de ses contraintes et de sa vitalité. D'accord, et elle travaille avec les autres, on va dire, les autres professionnels de santé. Bon, nous essayerons de suivre les conseils de Nelly. Et pour résumer, eh bien, notre santé dépend de nous et de ce que nous mettons dans nos assiettes. Merci Anna et à bientôt pour une autre rubrique. À bientôt. Allez, on passe tout de suite à notre rubrique Demandez le programme. Salut Chloé. Salut Elise, salut à tous. Alors aujourd'hui nous revenons sur une compagnie de théâtre d'objets qui était venue lors du festival Piquigny. C'était d'ailleurs l'invité d'honneur qui s'est déroulé donc le mois dernier. Cette compagnie s'appelle la compagnie Turac. Alors dis-moi tout, c'est quoi le théâtre d'objets? Alors le théâtre d'objets c'est un type de théâtre d'effigie où les objets ne sont plus des accessoires de théâtre servant aux comédiens mais effigies, c'est-à-dire qu'ils ont leur vie propre. Ils peuvent être donc manipulés directement ou bien indirectement, donc comme une marionnette à l'aide de contrôle. Et donc ce sont en général des objets à l'état brut, des objets du quotidien non transformés pour le spectacle et utilisés comme des personnages. D'accord, et ce décalage de l'utilisation quotidienne des objets
d'objet doit créer une situation poétique et humoristique, je suppose. Tout à fait, Élise. Alors, la compagnie Turac a été créée donc en 85 par Michel Laubu, que vous allez voir dans le sujet qui va suivre. Et donc, il pose les bases de son théâtre. C'est un théâtre visuel avant tout, nourri donc d'objets détournés, de mythologies anciennes et imaginaires et de langages aux accents multiples et inventés. Donc, l'approche artistique de Turac repose donc sur sur un jeu avec l'objet usé. Donc, il imagine en fait le passé de cet objet en fonction de sa fatigue, en fonction de son usure, comme une mémoire, comme une empreinte d'une civilisation inventée. Et c'est à partir de cette archéologie fictive, c'est comme ça qu'ils le disent, que des spectacles et des expositions ont été créés. Donc ce n'est pas un théâtre adressé uniquement aux enfants? Eh bien non, justement, effectivement. Donc les spectacles sont écrits et mis en scène donc, par Michel Laubu. Il est accompagné donc, de 2 acteurs manipulateurs, Timothy Marozzi et Caroline Cibula. Et donc il présente des images ayant plusieurs niveaux de lecture. C'est pour ça qu'effectivement, c'est pas uniquement pour le jeune public, mais aussi pour les adultes. C'est un théâtre poétique, un théâtre onirique et populaire qu'il trimballe partout, voilà, il trimballe volontiers partout. D'accord, donc c'est une sorte de théâtre tout-terrain, quoi, accessible à tous. Finalement. Exactement. Alors la compagnie présente donc régulièrement son travail en France, donc dans des théâtres nationaux, dans les centres dramatiques, sur les scènes nationales, et puis aussi à l'étranger, donc à l'occasion de festivals. À Damas, ils sont allés à Istanbul, Taipei en Taïwan, en Belgique, et puis ils ont également pu coopérer sur certains projets, notamment au Laos et au Portugal. Et c'est donc en Calédonie qu'ils posent leur malle d'objets. C'était le mois dernier à l'occasion du festival Pekinini. Oui, voilà, ils ont donné donc des représentations dans le nord, à Pointe-Dimier. Ils ont donné aussi des représentations dans le sud, à Nouméa, au centre culturel Chibaou. Donc leur pièce s'appelle Depuis hier, 4 habitants. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, leurs bagages se sont retrouvés en Guadeloupe ou en Guyane, je ne sais plus trop. En fait, ils ont été mal aiguillés. Et donc, ils sont arrivés en Calédonie, mais il leur manquait une partie des objets, des personnages de cette pièce de théâtre. Donc ils ont dû improviser et ils ont improvisé donc un personnage à partir de noix de coco et de bois d'ici. Bah c'est cool, ça leur fait un personnage calédonien finalement. Oui, complètement. Alors c'est vraiment une passion en plus chez Michel Laubu de récupérer surtout, d'inventer une histoire et puis d'en créer un personnage à partir de ces objets. Donc il fait ça depuis qu'il est tout petit. Et donc je suis allée les voir au centre culturel Chibaou, c'était pendant une répétition. Mesdames et messieurs, embarquement immédiat pour la Turaki. Hello. Oh, mais... La compagnie Turac, c'est une compagnie qui a été créée en 1985 à Lyon, en métropole, et donc qui vraiment s'est spécialisée sur le théâtre d'objets. Donc on fait du théâtre d'objets, c'est-à-dire que tous nos spectacles sont inventés à partir d'objets de récupération, d'objets qu'on va recycler, qu'on va décaler, à partir desquels on va inventer un nouveau monde qu'on a appelé la Turaki. Voilà, et en Turaki, on parle avec l'accent de Turaki. C'est un accent un peu particulier qui doit aider normalement à voyager, puisque nous avons fait des fouilles archéologiques pour chercher les vestiges de la Turaki, et grâce à ces vestiges, on essaye de reconstituer un peu des grands épisodes de l'histoire de Turaki. Oui. Je suis Michel depuis à peu près 6 ans maintenant. Et non, il y a un noyau effectivement de compagnie qui tourne autour de Michel et Émilie qui sont à Lyon. Et après, ils nous invitent en Turaki de temps en temps. On ne prend que l'accent de temps en temps. J'ai rencontré Michel pour la première fois il y a 10 ans. Tout ça. Et voilà, j'ai participé à quelques projets. Quelques projets, voilà, de temps en temps.
Alors, Michel les imagine, les dessine. Il peut aussi en sculpter sur des pommes de terre, sur des noyaux d'avocat. Et puis après, il y a toute une équipe de constructeurs qui vont les modeler, les faire à échelle un peu plus grande. Mais elles sont toutes en matière, elles peuvent être en matière différente. Du coup, celui-là, il est en slingbergti. C'est du plâtre sur du bois, on le voit bien. C'est du plâtre qu'on a trouvé dans les fouilles archéologiques. Mais d'autres personnages sont en bois flotté, des vieilles casseroles qu'on va sculpter au marteau. C'est vraiment, on part vraiment des objets qu'on trouve et on essaye de faire des figures, de faire des visages. Avec des vieux vêtements, on va faire le corps. Et petit à petit, comme ça, il y a une silhouette qui apparaît. Et on va la mettre en mouvement, elle va commencer à bouger et puis on va inventer petit à petit des scènes. Attends, elle va te siffler, tu sais. Le théâtre d'objets, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Personne ne sait vraiment ce que c'est. C'est pour ça que c'est intéressant, puisque c'est une forme qui se réinvente un peu à chaque fois, dès qu'on fait un spectacle. Et c'est une forme qui est née, enfin, il y a des premières aventures qui sont nées dans les années 80, on va dire, 70-80. C'est des gens qui sont sortis un peu des Castellets, qui ne faisaient plus de marionnettes, des plasticiens. Mais on peut même trouver la racine du théâtre d'objets de manière beaucoup plus ancienne chez les sculpteurs, les peintres. Par exemple, le petit cirque de Calder, donc, qui était un sculpteur qui fabriquait des grands mobiles, mais qui a construit un petit cirque avec des petits bouchons de liège, des petits objets récupérés. Il a construit un cirque. Et là, on est dans les années 30-40, quoi. Il a commencé ça, je crois, en 36. Et voilà, c'est comment faire des choses avec des objets de récupération. Donc c'est un théâtre très pauvre, vraiment avec que du recyclage. Et il y a des scientifiques qui font de la recherche, justement, qui font des recherches sur quelles sont les racines du théâtre d'objets. D'ailleurs, on fait avec un de ces scientifiques qui a écrit une thèse sur l'objet pauvre dans le théâtre, on fait une conférence où il raconte, lui, un peu l'histoire du théâtre d'objets. Ça va chercher vraiment, oui, beaucoup dans l'art contemporain, dans ces plasticiens, dans ces sculpteurs qui ont commencé à faire aussi le travail de Duchamp avec les ready-made. Ces objets qu'on sort de la vie quotidienne, donc des objets très pauvres qui parlent de la vie des gens. Donc on n'est pas dans un théâtre du faste avec des décors tout en dorure. On est vraiment au contraire dans l'usure, dans tous ces objets qui parlent de la vie. Oh, tout de suite il propose le mariage. Hein. La nuisette, voilà. Ouais. Ah, un égussé. Lui, il est passé. Comme ça, c'est mieux. Ouais. Ah bah oui, alors regarde quand même. Le comédien manipulateur va faire vivre cet objet sans vie. Et dans la compagnie, il y a un travail vraiment de faire vivre cette forme marionnettique avec un comédien derrière qui est apparent. Donc il peut y avoir un double jeu. Et donc oui, le travail de comédien est important, mais pas que. Dans la compagnie, il y a aussi des danseurs. Je suis danseuse plutôt que comédienne ou marionnettiste. Et voilà, on est au service d'eux. C'est aussi, ils vont aussi faire ce qu'ils veulent. Et on joue avec ça, avec le moment présent, en fait. Oui, tu es présent. Je crois que l'univers qu'on a créé est décalé, absurde. Oui, je pense qu'il y a des liens de famille avec le surréalisme, probablement. Mais il y a...
ouais, je crois que c'est vraiment une fiction, c'est vraiment un autre univers. Donc cette magnifique Turaki qu'on a inventé, qu'on essaye de nourrir, c'est un monde qui ressemble beaucoup à notre monde quotidien, mais voilà, qu'on regarde à travers un prisme, un peu, à travers quelque chose un peu déformant, qui vient grossir des traits du monde dans lequel on vit. C'est vrai que si cette histoire de mouche, par exemple, c'est vrai qu'on voit souvent des gens qui sont... qui tout à coup, la mouche dans leur quotidien prend énormément de place parce que ça les embête beaucoup. Je ne sais pas, on voit des magasins suréquipés, par exemple, avec des trucs pour tuer les... Enfin, et si on pousse à peine ça devient vraiment complètement absurde. Des fois, on voit ces gens qui, en même temps, veulent absolument tuer toutes les mouches, mais prennent vraiment soin de notre petit animal. Et c'est disproportionné. Je trouve que voilà, je crois que c'est un petit peu ça. On s'amuse à forcer un petit peu les traits du monde qui nous entoure. Voilà, donc c'était la compagnie Turak qui était présente sur le territoire le mois dernier. Et on poursuit, Chloé, avec les spectacles à venir. Oui, alors je rappelle que ce soir aura lieu la représentation de la pièce de théâtre Golden Joe, présentée donc par la compagnie Les Incompressibles. Donc c'est au Doc Socioculturel de Païta à partir de 19h. Et puis un autre rappel, le Festival culturel du Mont d'Or se termine ce dimanche. Donc si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'y aller, n'hésitez pas, ce sont les derniers jours. Donc c'est l'occasion de découvrir des créations artistiques de différentes troupes de théâtre et de danseurs professionnels du territoire, comme par exemple la compagnie de danse contemporaine de Nouvelle-Calédonie qui présente son spectacle Figurine, ou encore la compagnie Traversée qui présente son spectacle Coup d'Ouest, pour ne citer que. Voilà, donc il y en a pour tous les goûts, de la danse contemporaine, traditionnelle, urbaine, des démos de graphes, des battles, du théâtre, voilà, il y en a pour tous les goûts, comme je disais. Et puis bon, c'est l'occasion aussi de rencontrer et d'échanger avec les différentes communautés du territoire, puisqu'il y a donc un village gastronomique et artisanal. Bref, profitez-en, ce sont les derniers jours. Ça finit donc dimanche 21 au Centre culturel du Mont d'Or. Ok, c'est noté, on poursuit avec les expos. Alors ça se passe au Centre culturel Chibaou depuis le 10 septembre, une exposition sur le tressage, donc patrimoine vivant transmis de génération en génération. L'art de la vannerie se transforme, les objets changent de forme, de matériaux et de contexte. Donc ils illustrent la complexité du monde contemporain, tout en résistant à la production de masse et à la consommation. Voilà, donc cette exposition promeut en fait cette pratique à travers la présentation d'une approche artistique et contemporaine de ce savoir-faire, tout en valorisant donc la place du tressage et de la vannerie au quotidien. Donc ça se passe au Centre culturel Chibaou jusqu'en février 2015. Et on continue avec une autre exposition du côté de la commune du Mont d'Or. Alors Kanak Mon Vôtre, c'est l'expo présentée par Stéphanie Wamitan au Centre culturel du Mont d'Or depuis le 11 septembre. Donc elle s'inscrit donc dans une démarche identitaire, une identité de métisse. Elle détourne donc des images, des objets du quotidien, de son environnement, et puis aussi dans ses origines la culture, la tradition kanak. Voilà, donc revisiter et traduire cette tradition donc avec des supports actuels. Voilà sa démarche artistique. Cette exposition est aussi un clin d'œil à l'actualité du pays. 2014, on y est, donc avec les questionnements, les inquiétudes que l'on peut avoir. Voilà, donc cette expo itinérante, puisque c'est une expo itinérante, est passée donc par Nouméa, elle est passée par Marais et est maintenant au Mont d'Or et elle est visible jusqu'au lundi 29 septembre. Et nous allons maintenant à Nouméa avec du côté de la promenade Vernier. Et oui, alors l'association Cassiopée présente la première édition de Monumental Pacific Art. C'est une exposition de 13 sculptures monumentales réalisées donc sur mesure par un panel d'artistes locaux et internationaux. Voilà, donc une mise en art inédite en plein air, donc sur 1 km de promenade Pierre Vernier. Et l'expo est visible jusqu'au 11 octobre. Et on finit cette fois-ci avec un livre. Alors oui, il s'agit d'un recueil de photos prises donc par Rémi Moyen. Voilà, donc ça s'appelle
Les événements, un regard en noir et blanc aux éditions Lémurien. Voilà, donc c'est en fait une réédition actualisée et augmentée de l'ouvrage publié en 2004 sous le titre Arrêt sur image. Donc Rémi Moyen, en fait, c'est un photographe autodidacte qui est installé donc à Nouméa depuis 1975. Il a été donc le correspondant permanent de l'agence France Presse de 1984 à 1994. C'est donc lui qui a assuré la couverture photo des événements pendant l'intégralité de la période des événements. Et donc ces clichés ont fait la une de tous les grands quotidiens français, les quotidiens nationaux. Ils ont été repris régulièrement aussi dans les quotidiens régionaux. En tout cas, c'est un photographe hors pair. Alors dis-nous un peu plus sur cet ouvrage. Alors cet ouvrage, donc, comme je disais, Les événements, un regard en noir et blanc, c'est le titre. Donc il propose un voyage photographique au cœur de la période des événements à travers 12 mots-clés. Des mots-clés tels que douleur, justice ou encore barrage. On voit ici donc une photo prise en novembre 84. C'est un groupe de militants indépendantistes installés donc sur ce salon de Rotin qui bloque en fait une route secondaire. C'était près de Thio. Et puis il y a également cette photo, toujours sur le thème du barrage, cette photo d'une vieille Renault 16 qui brûle dans l'indifférence générale. C'est dans les rues de Nouméa. Elle a été prise donc en janvier 85. Et puis bien sûr des photographies des deux grandes figures emblématiques des événements, un leader des deux camps pendant les événements, Jean-Marie Tjibaou et donc les figures indépendantistes, et puis Jacques Lafleur avec les figures loyalistes. Voilà, donc ce sont eux qui entameront donc ensuite les négociations sous la médiation du Premier ministre à l'époque Michel Rocard, qui aboutiront donc ensuite à la signature des accords de Matignon. Et puis sur cette dernière photo, on peut voir donc les deux leaders qui se serrent la main. En août 88, c'était à l'aéroport de Tontouta, donc le député Jacques Lafleur était venu saluer Jean-Marie Tjibaou qui se rendait à Paris à la tête donc d'une délégation indépendantiste pour finaliser donc les accords Matignon-Oudinot. Et si on regarde encore cette photo, on peut reconnaître en arrière-plan Edmond Nekiriaï, leader de l'Union progressiste mélanésienne, et puis Paul Néautine, un des fondateurs donc du PALICA, ancien directeur du cabinet de M. Tjibaou et actuel président de la province Nord. Eh bien voilà, c'est là-dessus qu'on se quitte, donc n'hésitez pas, cet ouvrage est intéressant et justement c'est une partie de notre patrimoine à préserver. En merci. photo. Voilà, en photo. Merci Chloé. Avec plaisir et merci à tous, à bientôt. Allez, on passe tout de suite à notre rubrique La science et nous. Salut Mara. Salut Élise, bonjour à tous. Les plantes sont partout. Elles font partie intégrante de nos vies. Que nous soyons broussards ou citadins, nous rencontrons tous les jours autour de nous. Elles interviennent pour une grosse part dans notre alimentation, nos soins et notre bien-être. Depuis la nuit des temps, elles ont contribué à faire de nous ce que nous sommes. Nous les avons utilisées pour vivre et même survivre, il faut le dire, mais aussi pour nous rendre la vie plus facile. Donc elles sont à la fois communes et absolument indispensables. Ah ben ça c'est clair, elles représentent quand même une part importante de notre alimentation. Sans plantes, je veux dire, on ne mange carrément plus, parce que sans plantes, il n'y a pas de viande non plus. Elles vont manger quoi? Les vaches, les poules, les compagnies, s'il n'y a pas de plantes? Rien du tout. Alors tout ce qui est présent sur Terre est indispensable à son fonctionnement. Exactement, Élise. Donc les plantes sont indispensables pour la survie de tous les animaux de la planète, dont nous, les humains. Et on ne se contente pas de les manger, ça ne date pas d'hier. On a toujours cherché à tirer le maximum de profit de ce que la nature veut bien nous offrir. Eh ben, il y a aussi l'aspect médical. Chez nous, on utilise beaucoup les plantes pour leurs propriétés médicinales. Oui, et d'ailleurs, la recherche s'y intéresse énormément. Les plantes ont énormément à nous apporter dans des domaines très variés. Les scientifiques l'ont bien compris et ils passent au crible les propriétés de certaines d'entre elles, certaines seulement, parce qu'on est loin, très très loin de toutes les connaître. Les plantes sont pleines de ressources, on regarde ça ensemble. La science a du chemin à parcourir pour connaître toutes les plantes dans le monde. Elle ne sait rien de la composition chimique de la plupart des espèces. Depuis des centaines d'années, les scientifiques étudient les plantes et essentiellement leur aspect, mais ils sont loin de tout savoir. Ici, à Athènes, des chercheurs tentent de résoudre une partie des énigmes. Pour les besoins d'un projet de recherche soutenu par l'Union européenne, près de 2000 espèces végétales ont été collectées dans le Pacifique Sud, en Afrique, Amérique latine et ici, sur les rives de la Méditerranée.
La Grèce et en particulier le bassin méditerranéen font partie des sites incontournables en matière de biodiversité dans le monde. De nombreuses plantes ici sont endémiques et uniques. Donc nous les collectons pour pouvoir les étudier et découvrir quels principes actifs elles contiennent. En isolant différents composés dans les extraits de plantes, l'équipe espère identifier des molécules biologiquement actives qui peuvent être utiles au secteur des cosmétiques. Ce qui fait vieillir les cellules de la peau, c'est notamment l'exposition à des facteurs de stress comme le rayonnement UV. Si on trouve des composés capables de protéger les cellules de ce rayonnement, renforcer leur mécanisme de défense, ils pourront alors être utilisés pour protéger la peau ou prévenir un vieillissement prématuré des cellules. Si dans le passé, il fallait analyser plusieurs kilos d'une même plante pour établir sa composition chimique, aujourd'hui, grâce aux techniques modernes, quelques grammes d'extrait suffisent. Ce projet de recherche aboutit à un résultat important, la constitution d'une encyclopédie des composés bioactifs. Nous avons étudié l'activité biologique qui est pertinente pour les cosmétiques et l'agrochimie. Mais à l'avenir, cette encyclopédie pourra être utilisée à d'autres fins, comme dans les tests de dépistage du diabète, du cancer et d'autres maladies. Les extraits de plantes renferment différentes molécules. Les unes ont déjà été étudiées par la science, les autres pas encore. Grâce à leurs empreintes spectrographiques, les scientifiques les classifient et peuvent ainsi se concentrer sur les plus méconnus. Voyons comment ces recherches peuvent aboutir à des innovations commerciales. Dans cette usine de cosmétiques, comme d'autres de ce secteur, on utilise dans tous les produits des ingrédients naturels, dont des extraits de plantes. Leurs propriétés sont parfois synonymes d'aubaine pour les industriels. Les caractéristiques qui nous intéressent dans les différents extraits et composés, ce sont les 3 qualités importantes pour les cosmétiques, à savoir l'action antioxydante, l'effet blanchissant et la protection contre les UV. La recherche professionnelle élabore ainsi de nouvelles recettes à partir de molécules bioactives découvertes par les scientifiques. Notre objectif, c'est d'en apprendre autant que possible sur ce que nous offre la nature, de faire entrer la science dans le laboratoire vivant que représente la nature. Grâce à ces recherches, nous allons identifier les 5 plantes les plus prometteuses et ensuite, espérons-le, nous aurons de très bonnes nouvelles à délivrer aux consommateurs. Et le champ des découvertes est immense. Plus de 400 000 espèces végétales sont présentes sur Terre. Seule 1 sur 5 a été étudiée dans le détail. Voilà, donc c'est une vraie tâche quand même d'inventorier toutes les propriétés des plantes. Oui, c'est une tâche énorme, ils sont loin d'avoir fini. Je ne sais même pas d'ailleurs si c'est possible de finir cet inventaire un jour. Mais en tout cas, à chaque plante, à quasiment chaque plante qui est analysée, des nouvelles propriétés sont découvertes, après plus ou moins efficaces selon la plante. Tout l'intérêt justement de la recherche, c'est de déterminer quelle plante possède les molécules les plus efficaces selon l'objectif que l'on souhaite atteindre. Pour l'alimentation déjà, selon on va dire la plante, on peut consommer différentes parties. Oui. Pour les ignames, c'est le tubercule. Pour la salade, ce sont les feuilles. Et pour le manguier, ce sont les fruits. Et c'est pareil dans les autres domaines. Dans la cosmétique aussi, on va chercher dans quelle partie de la plante on va trouver en fait les composés actifs les plus efficaces. Et c'est vraiment une source énorme de trésors pour nous les humains. La liste est longue. Voilà, on se sert des plantes pour produire du papier, construire des maisons, des meubles, faire de la vannerie, du textile, des huiles essentielles. Les gommes et les résines naturelles également, on les utilise beaucoup. Et c'est vrai que le caoutchouc aussi, c'est un produit qu'on obtient par les plantes. Oui, alors on peut aussi le produire de façon synthétique, mais c'est à partir de combustibles fossiles. Et on sait très bien de nos jours qu'on ne peut plus compter sur ce genre de ressources et qu'il faut trouver impérativement des ressources alternatives. Donc il faudra privilégier le caoutchouc d'origine naturelle qui lui est une source renouvelable. Alors dans quels végétaux on le trouve ce caoutchouc? Alors le caoutchouc naturel,
naturel, il vient de la coagulation du latex, de différentes plantes. Il y a plusieurs plantes qui produisent du latex, mais à des concentrations différentes. Donc le plus souvent, on utilise l'EVA. L'EVA, c'est un arbre qui est originaire d'Amazonie. Et pour la récolte, donc vous pouvez le voir à l'écran, on incise en fait l'écorce des troncs de façon à ce que le latex s'écoule dans des contenants qui sont placés juste en dessous. Le problème aujourd'hui, c'est que c'est un produit qui est de plus en plus cher du fait de sa raréfaction. Donc on commence donc forcément à penser à d'autres plantes qui seraient présentes en quantité importante dans la nature, de préférence bien entendu. Alors en Allemagne, ils ont réussi à fabriquer des pneus en caoutchouc naturels à partir d'une plante, vous ne devinerez jamais laquelle. Je vous laisse découvrir la réponse en images. Les pissenlits sont considérés comme de mauvaises herbes par les jardiniers, mais des scientifiques du monde entier se sont lancés un défi, utiliser les racines de cette modeste plante pour produire du caoutchouc de qualité suffisante pour la fabrication des pneus. À l'Institut Fraunhofer de biologie moléculaire et d'écologie appliquée à Münster en Allemagne, les scientifiques font pousser une espèce de pissenlit originaire du Kazakhstan, dont la racine est remplie d'un liquide blanchâtre contenant des particules de caoutchouc. Comme vous pouvez le voir, nous avons des pissenlits autour de nous et nous cherchons les gènes impliqués dans la biosynthèse du caoutchouc. Avec cet acquis, nous aimerions créer de nouvelles plantes qui produisent plus de caoutchouc, un caoutchouc plus résistant, dans des conditions naturelles. Le produit naturel ainsi obtenu présente la même qualité que le caoutchouc conventionnel de l'EVA, qui est importé de pays subtropicaux et utilisé pour la production de pneus. Cependant, contrairement au caoutchouc conventionnel, il pourrait être récolté à moindre coût et mieux cultivé en Europe, même sur des terres non agricoles. De plus, le prix record du caoutchouc ajoute à l'urgence de chercher des cultures alternatives. L'un des défis majeurs de la recherche sur les pissenlits est de produire de nouvelles plantes produisant un caoutchouc de meilleure qualité et dont la culture soit rentable. C'est pour cela que nous travaillons depuis des années sur le programme d'élevage pour développer de nouvelles caractéristiques de la plante, par exemple la résistance du caoutchouc. Lors de tests, le caoutchouc expérimental a montré des qualités équivalentes au caoutchouc conventionnel, mais cela va prendre encore quelques années de recherche, même une fois terminés les projets en cours, avant que les premiers pneus à base de pissenlit n'apparaissent sur le marché. Loin d'espérer que le caoutchouc soit remplacé, les fabricants de pneus seraient déjà heureux d'avoir une source d'approvisionnement complémentaire. Bon, ben, c'est prometteur tout ça. Si, on va dire qu'il y a toujours de l'espoir si on arrive à trouver des solutions alternatives à chaque problème. Mais bon, on la trouve toujours dans la nature. Oui, bon, là, on arrive à un point où de toute façon, on est obligé de trouver des solutions alternatives. Mais là, il y a un autre problème, surtout dans les pays très urbanisés, c'est le manque de place pour les cultures. On peut toujours trouver des solutions alternatives. Si on n'a pas de place pour cultiver les plantes, ça ne sert à rien. On s'est tellement servi sans scrupule dans la nature. On est de plus en plus nombreux sur cette planète et les espaces verts sont de plus en plus rares. Donc là, on arrive à un point où ce qui est produit dans les conditions naturelles ne suffit plus à satisfaire nos besoins. Donc là, il y a urgence, on doit trouver des solutions pour optimiser la production agricole. Alors, certains chercheurs sont peut-être sur la bonne voie. À Singapour, ils sont en train d'expérimenter la ferme du futur. Je vous propose qu'on regarde ça tout de suite. À Singapour, des scientifiques utilisent une technologie de pointe pour réduire les délais de production et les coûts. La ferme laboratoire Panasonic est l'un des projets visant à accroître le potentiel agricole de ce petit État insulaire qui importe actuellement 95% de ses produits alimentaires. Des avancées dans les technologies des LED se sont montrées cruciales pour rendre possible cette méthode de culture et réduire son coût. Les ingénieurs sont capables de réguler la lumière de manière précise. Nos LED sont spécialement conçus pour simuler 2 des 7 types de rayons du soleil nécessaires à la photosynthèse. Nous contrôlons les paramètres et la durée de la lumière pour cultiver nos plantes de façon optimale. Créer un faisceau de lumière optimale stimulant la croissance n'est que l'une des techniques utilisées pour accroître la rentabilité et faire baisser les coûts. Les scientifiques ont mis en place une série de dispositifs de contrôle, laissant une part infime au hasard dans le processus de culture.
Nous mesurons et contrôlons l'humidité du sol et son acidité à différentes étapes. Notre eau est aussi traitée par un système filtrant pour obtenir une qualité optimale, la meilleure pour notre plante. D'après Alfred Tam, l'emploi de technologies de pointe dans la culture des pissenlits réduit considérablement le temps nécessaire pour que les plantes arrivent à maturité. Mais les pissenlits ont d'autres vertus cachées, dans le domaine de la gastronomie par exemple. Des consommateurs les ont testés dans un restaurant local, ils les ont trouvés forts à leur goût. Tu crois que ça ressemblera à ça? Vraiment les champs du futur, des pièces fermées avec des lumières artificielles et tout, et la petite musique qui va avec. Bon alors chez nous, peut-être pas, on a encore une chance vu qu'on est quand même pas très nombreux et puis qu'il y a encore beaucoup d'espaces verts quand même chez nous. Mais pour ça, ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à être autosuffisant au niveau agricole. Déjà comme ça, on n'aurait pas besoin d'importer les légumes et les fruits qui viennent de ce type de production. C'est clair, parce que c'est toujours mieux quand c'est naturel quand même. Et oui, je suis d'accord avec toi. Bon ben merci Mara. Merci à toi, merci à vous, je vous souhaite un très bon week-end. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve pour une autre quotidienne. Au revoir.